Bon, je le reconnais. Si l'inventeur n'avait pas été aussi pittoresque, je n'aurais peut-être pas parlé de son invention. L'inventeur, c'est lui, Charles Stanhope. Le voici un habit moderne du XIXe siècle, et le voici un habit traditionnel de son rang, celui qu'il devait porter à la Chambre des Lords. Entre ces deux portraits, vous voyez toute la contradiction du personnage. Stanhope était issu d'une famille de la haute noblesse britannique. Son père et son grand-père avaient déjà des intérêts scientifiques et des opinions politiques plutôt libérales. Et Charles Stanhope allait développer les deux de manière, disons plutôt spectaculaire. Entre 10 et 20 ans, il avait passé 10 ans de sa vie à Genève. Il y avait reçu sa formation scientifique et aussi politique. Pourquoi Genève? Parce que son frère aîné était de santé fragile et que le climat et les docteurs de Genève étaient supposés meilleurs que ceux de Londres. Mais rien n'y avait fait. Le frère aîné était décédé à Genève et pour ne pas risquer de perdre le second, la mère était restée en Suisse avec lui. Si on ajoute l'héritage libéral de sa famille aux principes calvinistes de son éducation genevoise, on obtient un jeune homme de 20 ans qui, à son retour à Londres, ne ressemble plus du tout aux autres. Un jeune homme avec des habitudes puritaines et des principes démocratiques ne pouvait trouver que peu de compagnons avec qui partager ses idées. Même ses manières hygiénistes devaient sembler folles, et on considérait comme remarquable qu'il dorme sans bonnet de nuit et la fenêtre ouverte. C'était un goût inconnu dans ce temps où on aimait les atmosphères étouffantes. Il était grand, maigre, parlait beaucoup et fort, et agitait ses longs bras de manière théâtrale, parfois même un peu désordonnée, au point qu'un jour, dans un discours enflammé, il avait frappé, sans le faire exprès, son beau-frère, William Pitt. Ce Don Quichotte de la nation bat ses propres moulins à vent en gesticulant. Il rassemble toutes ses forces pour frapper, mais pas pour plaire. Tout son bon sens est au bout de ses doigts. Eh oui, avec sa silhouette dégingandée, ses idées extrémistes et ses discours enflammés, Stanhope était une cible rêvée pour les caricaturistes. Il a eu en plus la malchance d'être contemporain de cet homme, James Gillray, un dessinateur de talent, le père de la caricature politique anglaise. Voici une affiche de Gillray avec une gravure en haut et un poème au-dessous. Sur la gravure, Stanhope est représenté en train de jeter sa culotte. Il tient un drapeau sur lequel est marqué Vive l'égalité en français. Il était le président de la Revolution Society, créée pour commémorer la Révolution anglaise de 1688, mais qui, à partir de 1790, prend fait et cause pour la Révolution française. Et c'est une double contradiction. D'une part, bien qu'étant noble, il adopte les idées égalitaires de la Révolution française. D'autre part, il est accusé de vouloir inféoder l'Angleterre à la France, et donc d'être un traître à son pays. Au-dessous de l'image est écrit The Noble sans-culotte. Encore au-dessous est annoncée une ballade occasionnée par un certain comte qui se déclare citoyen sans culotte à la Chambre des Lords. Voici les deux premières strophes. Oubliant rang, distinction, renommée et noble naissance, écoutez Stanhope, modeste comte, se proclamer sans culotte. De la pompe et de l'apparat, il enseigne la vanité et rejette, comme les citoyens de France, à la fois sa couronne et sa culotte. Le voici nu sur son cheval blanc, en train de prêcher sa croisade en brandissant une épée de feu. En bas à droite, vous voyez quelques personnages qui sont ses amis de la Revolution Society.
Celui qui a de l'embonpoint et des sourcils noirs est Charles Fox, qu'on retrouve avec Stanhope dans plusieurs caricatures de Gilray. Celle-ci est intitulée Democratic Leveling, nivellement démocratique, et Alliance à la française. Stanhope, sans sa culotte bien sûr, conduit devant le maire sa fille en robe de mariée. L'heureux élu est un appareil à clistère. Stanhope est attaqué non seulement sur ses opinions politiques, mais jusque dans sa vie privée. Une de ses filles s'était enfuie avec l'apothicaire de la famille, d'où le clistère. Remarquez que tous les personnages sont coiffés d'un bonnet phrygien. Le tableau au-dessus de Charles Fox représente une guillotine avec des couronnes par terre. Il est intitulé L'écrin de l'égalité. Voici ce qui attendrait l'Angleterre si on suivait Stanhope, un parlement réformé à la française, devenu l'image d'un tribunal révolutionnaire où Stanhope conduit un opposant la corde au cou et lit un de ses interminables discours. Et ce que l'on craint par-dessus tout, c'est ceci. La gravure est intitulée Le génie de la France triomphant. La France est représentée en habit militaire, sans culotte, avec une guillotine à la place de la tête. À gauche, Stanhope et ses amis accompagnent l'Angleterre à genoux devant la France. Avec Stanhope, les sujets de caricature sont inépuisables. Après la politique, la vie privée, il reste encore les sciences. Le voici à droite lors d'une réunion de la Royal Society en train d'assister à une expérience scientifique et du plus haut intérêt. Parce que Stanhope est aussi un scientifique et un inventeur très prolifique. Voici quelques exemples. Oh, toutes ces inventions n'ont pas eu le succès espéré. Son bateau à vapeur, conçu en 1790, n'a jamais navigué autrement que sous voile. Son système de protection contre les incendies partait de l'idée qu'il fallait isoler le bois de l'air et donc remplir les intervalles par un matériau non inflammable. Il avait fait construire une maison de bois, selon ses plans. Il avait invité des gens à rester au premier étage pendant que le rez-de-chaussée était ravagé par les flammes. Et malgré cet exploit, le système n'a pas été adopté. L'invention qui nous intéresse est la dernière, le démonstrateur. Avant cela, en voici quelques autres. La lentille de Stanhope était une sorte de loupe ou de microscope de poche. Elle grossissait 40 fois mais n'était pas réglable. Elle a été utilisée pour les premières photographies microscopiques. La presse de Stanhope a eu un certain succès. Stéréotyper consiste à mouler une page entière de caractères pour ne pas avoir à la recomposer. Stanhope avait inventé un système de moulage en plâtre suffisamment précis pour que la feuille imprimée reste lisible. Voilà comment la presse de Stanhope est décrite dans une histoire de 1941. Stanhope n'a pas inventé de nouvelles méthodes, cependant il a amélioré et complété les méthodes existantes, à un tel degré que sa presse est devenue praticable pour le travail d'atelier, ce qui a assuré son usage universel. Dans un journal de 1811 aux États-Unis, on lit « La presse est entièrement en fonte. La platine couvre une feuille entière qui est imprimée d'une seule pression. L'augmentation de puissance est telle que la force d'un enfant est suffisante pour la platine la plus lourde. De plus, elle prend beaucoup moins de place qu'une presse traditionnelle. » Comme il était de mode depuis Leibniz, Stanhope a passé plusieurs années de sa vie à mettre au point une machine arithmétique. En voici un plan de la main même de Stanhope. Il y avait même un système de détection d'erreurs.
Ce qui paraît très singulier et surprenant à tous les spectateurs dans cette machine, c'est que quand on fait une division, si l'opérateur inattentif tourne la manivelle une fois de trop, il est rappelé à l'ordre instantanément par le jaillissement d'une petite bille d'ivoire. Bon, et alors, cette invention qui lui vaut un strapontin dans l'histoire de l'informatique. La voici, The Demonstrator. Franchement, il n'y a pas grand-chose à démontrer. Voyez une fenêtre carrée et deux tirettes qui peuvent coulisser et remplir plus ou moins la fenêtre. Celle du dessus est transparente pour ne pas cacher celle du dessous qui est rouge. Dans la configuration que vous voyez, on peut lire la proportion de surface occupée par les deux tirettes comme une probabilité, et donc leur recouvrement comme une probabilité d'intersection. Quand les deux tirettes sont parallèles, le démonstrateur peut évaluer la valeur de vérité d'une combinaison de deux propositions. C'est loin d'être aussi commode qu'un diagramme de Venn. Ok, mais c'était un siècle avant Venn et 50 ans avant Boole. On était encore loin d'avoir compris clairement la logique des propositions. Justement, Stanhope, lui, avait compris une chose, c'est que les syllogismes et le calcul des propositions, ce n'était peut-être pas si compliqué qu'on le croyait depuis Aristote. J'ai l'intention d'exclure ce long catalogue de mots pédants qui sont utilisés de nos jours pour ce système complexe par lequel on tire des conséquences et qui le rendent en quelque sorte aussi incompréhensible aux jeunes qu'inadapté aux hommes, quel que soit leur âge, tout au moins en ce qui concerne l'usage habituel et commode. Est-ce que Stanhope était né trop tôt pour être compris? Toujours est-il que ses idées politiques l'ont progressivement isolé de tous, au point qu'il a reçu le surnom de The Minority of One, la minorité d'un seul. En 1795, il s'est retrouvé tellement isolé à la Chambre des Lords qu'il ne lui restait plus d'autre issue que de démissionner. Il le fait à sa manière habituelle. Ceux de mes concitoyens qui sont des amis de la liberté et qui auront l'occasion de lire cette solennelle protestation observeront que je n'ai pas altéré mes opinions, car mes principes ne changeront jamais. Et ces concitoyens observeront aussi que je me dédie à mon pays et que je resterai un ami zélé et inébranlable de la paix, de la justice et des libertés civiles et religieuses, et que je suis déterminé à mourir, comme j'ai vécu, en ferme et solide soutien des droits inaliénables et du bonheur de l'humanité. Alors, en avance sur son temps, Stanhope? Peut-être pas tant que ça, finalement. Ces discours grandiloquents ont parfois un accent romantique, à la Lord Byron. Mais les droits inaliénables et le bonheur de l'humanité sont des thèmes récurrents de la philosophie des Lumières. Donc Stanhope serait à cheval entre le siècle des Lumières et le romantisme? Ben oui, c'est exactement cela. Dites, j'ai une question là. Vous préférez une histoire plus rigolote et moins scientifique ou le contraire? Ah, vous voyez, vous hésitez. Si vous aviez un démonstrateur de Stanhope sous la main, il vous aurait déjà soufflé la réponse. Ni l'une ni l'autre. Je vous remercie de votre attention.